Bienvenue à tous à notre émission spéciale consacrée à un sujet d'une importance capitale, la protection des enfants en milieu scolaire. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir 4 invités de premier plan qui partageront avec nous leur point de vue sur le projet PERS soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, qui a noué un partenariat avec le ministère de l'EPST à travers le projet PERS en mettant en place un dispositif efficace pour atténuer les risques d'abus, d'exploitation et de harcèlement sexuel en milieu scolaire. En plus de prévenir ces violences, ce projet a eu le mérite d'assurer également une prise en charge psychosociale avec pour objectif de renforcer l'accès des filles et des garçons à une éducation de qualité. Et au cours de cette émission, nous allons examiner les résultats des 4 années de mise en œuvre du projet et nous allons découvrir ensemble avec les invités une vidéo récemment produite par l'UNFPA qui illustre les changements positifs ainsi que les défis persistants, avec nos invités bien sûr. Alors je vais devoir les présenter. D'abord à ma droite, Monsieur Mardoché Keninda. Voilà, vous êtes responsable du call center chez Congo Call Center, responsable d'ailleurs de la ligne verte 49 55 55. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et de votre côté, Madame Naomi Mokoy, membre de l'Académie du leadership. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Et à ma gauche, Madame Nene Sambi, vous êtes responsable du volet psychosocial au CICM de Kitambo. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord CICM? Le CICM, c'est le Centre intégré des services multisectoriels. D'accord. Et puis la dernière invitée, Madame Annie, très habituée d'ailleurs à les émissions de télévision. Madame Annie Maudit, vous êtes activiste de droits de femmes et aussi directrice de l'ONG AFIA Mama. Merci. Alors, ensemble avec vous, nous allons évidemment commenter cette vidéo de 14 minutes. J'espère que vous les avez suivies. Oui. Et nous allons poser des questions par rapport à cette lutte. Vous faites partie intégrée comme acteur dans cette lutte contre les violences faites à la jeune fille en milieu scolaire, évidemment. Alors, nous allons d'abord suivre ce premier témoignage de cette vidéo et nous reviendrons sur ce plateau pour plus de commentaires. Voilà, un témoignage glaçant, poignant d'une jeune fille qui a été victime. On les appelle généralement survivantes, c'est ça? Alors, première question avec vous, Monsieur Mardoché. Vous venez de suivre ce premier témoignage dans ce documentaire qui a été produit par l'UNFPA. Alors, qu'est-ce que ce témoignage a-t-il comme impact sur vous? Oui, après avoir suivi cette vidéo, ça m'a montré vraiment comment le travail, le support que nous apportons à UNFPA avec toutes les agences qui sont derrière cette ligne, les cas que nous recevons vont dans ce sens. Nous avons peut-être plusieurs approches qui sont utilisées par les auteurs, qui ne sont pas toutes dans le même sens, mais il est vrai que les cas sont réels. Donc, ce qui se passe dans la vidéo là, vous pouvez comprendre que c'est plus que même... ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence en fait. De pouvoir agir. Donc, les actions à prendre dans ces contextes sont prioritaires. L'apport que nous apportons à ces projets de renforcement dans les milieux scolaires reste aujourd'hui un apport crucial dans la dénonciation. Il faudrait que ces genres de cas soient dénoncés le plus tôt possible. Parce que vous voyez, il y a des enfants qui subissent des cas d'abus, qui n'arrivent pas à dénoncer. Et ça, c'est difficile à concevoir en fait. Et c'est ça la difficulté de votre travail, ce qui rend la complexité dans votre travail. Oui, parce qu'il nous arrive à un moment donné de poser des questions de fond pour que la personne parvienne à se libérer dans son esprit et nous donner des cas. Mais qu'est-ce qui généralement empêche les survivantes, ceux qui connaissent ces cas, les jeunes filles, à pouvoir dénoncer? Qu'est-ce qui les empêche, à votre avis?
Il y a l'environnement, parmi les éléments. L'environnement, il y a certaines personnes qui ont peur de la stigmatisation, et les contextes. Il y a aussi l'information. Aujourd'hui, nous sommes avec UNFPA, avec toutes les agences dans la sensibilisation. Si la personne n'a pas reçu l'information en amont, pour savoir que l'acte qui est posé sur elle-même est un cas d'harcèlement ou de tout ça, il faudra, après que la personne ait l'information, pour dénoncer. Donc, tout ça concourt à l'accroissement des cas que nous avons. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer encore le travail de sensibilisation sur terrain auprès des communautés. Exactement. Le travail de sensibilisation sur terrain dans la communauté pour que nous parvenons aujourd'hui à résoudre certains cas en amont et non en aval. D'accord. Mais j'aimerais beaucoup plus poser la question sur le travail. Quand on parle d'un call center, quel est votre travail? Ça se limite à quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, exactement. Aujourd'hui, nous apportons ces supports avec Congo Call Center, qui est un partenaire expérimenté dans la gestion des centres de contact. Nous collectons les informations. Donc, nous enregistrons des cas, des survivantes ou des personnes proches qui nous contactent. Des cas de dénonciation. Des cas de dénonciation qui dénoncent des cas de violence en milieu scolaire, comme nous venons de le dire, des cas de VBG, de violences basées sur les genres. Lorsque nous recevons la personne au bout du fil, nous la garantissons la confidentialité de l'information, nous la mettons en confiance pour qu'elle puisse nous donner toutes les informations, tous les éléments qu'il faut. Lorsque nous prenons les informations, nous localisons la personne. Le contact ne reste pas toujours en ligne, hein. Ça veut dire que vous allez vers la personne qui vous a appelé. Non, la personne nous a appelé. Oui. Nous sommes toujours au bout du fil. Oui. Nous parlons avec elle, nous la localisons, nous lui posons la question pour qu'elle nous donne sa localisation. Et dans ce sens-là, nous avons une cartographie qui est mise à notre disposition par rapport aux besoins qui est exprimé et nous orientons la survivante ou la personne proche qui a contacté. D'accord. Jusqu'à là. Alors, maintenant, je vais poser la question à Naomi McCoy. Vous êtes membre de l'Académie de Leadership, je l'ai dit au début de cette émission. Vous avez suivi également ces témoignages en tant que jeune fille. Qu'est-ce que cela vous fait? Comme vous l'avez si bien dit vous-même, c'est un témoignage poignant, mais c'est une réalité présente sur terrain, indéniable, on ne peut pas nier, c'est une vérité. D'ailleurs, je pense que les cas qui sont connus sont moins que ceux qui sont sur le terrain de manière en réalité. Comme l'a dit le monsieur, de manière générale, les gens ont peur d'en parler. Donc, le travail d'Afrian aussi, de UNF, c'est de délier les langues, de permettre, de donner la possibilité à toutes les personnes victimes de violences de pouvoir s'exprimer librement, de se sentir en sécurité et être dans un environnement qui pourrait les aider à être compris. Voilà, c'est exactement... Alors, l'Académie Leadership, c'est quoi? Voulez-vous nous la présenter légèrement? Très bien. L'Académie de Leadership féminin, c'est une comme c'est dans le nom, c'est une académie qui a recruté des jeunes filles, notamment celles de mon école aussi, parce que moi j'ai étudié, j'ai déjà fini cette année, j'ai étudié au lycée Motema Pico, donc j'ai été recrutée par l'Académie de Leadership féminin. Je devais avoir 14 ans, j'étais en 4e secondaire, à la nouvelle appellation 2e humanité scientifique, et il y a eu des filles des autres écoles, comme le lycée Chaoumba, Kabombar, et les autres écoles, et j'en passe. Nous avons été recrutés pour être formés sur le leadership féminin, comme le dit le nom, le leadership féminin, le leadership de la femme. Avant d'atteindre le leadership de la femme, de parler du leadership de la femme, nous avons parlé du corps de la femme. Parce qu'avant de diriger, il faut d'abord se diriger soi-même en tant que personne. Donc c'est très très important. Donc, ayant parlé du leadership de la femme, nous avons touché aux violences basées sur les genres, les abus sexuels et l'harcèlement sexuel aussi. Donc nous avons parlé de ça et voilà, c'est de ça que... Alors, mais vous, aujourd'hui, vous êtes universitaire, vous êtes à l'université. Exact. Alors, est-ce que ces cas sont plus connus dans les milieux reculés ou même dans la capitale? On retrouve également ce genre de pratiques. Je dirais qu'il n'y a pas un endroit spécifique de manière générale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a tendance à penser que ce sont les femmes des milieux reculés qui sont plus victimes que d'autres. Mais je vous serais étonnée de savoir que même celles qui sont dans des bureaux, bien même dans les villes. Oui, exactement, subissent des violences.
Madame, vous êtes d'accord avec elle? Bien sûr. Même dans les villes? C'est dans tous les milieux et dans toutes les classes sociales. À Kinshasa, par exemple? Oui, bien sûr. Donc, on n'en parle pas tout simplement Gombe, dans les Kasaï, tout ça, même. À Gombe, aussi bien qu'à Makala ou à Maluku, on retrouve des cas de harcèlement et des abus sexuels dans les milieux scolaires et même dans les milieux professionnels. Alors, Madame Annie Moudi, vous êtes activiste de droits de femmes, je l'ai dit, directrice également de l'ONG Afiamama. Oui. Vous avez suivi le témoignage de la fille. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait? En fait, premièrement, vous l'avez bien dit, hein, c'est choquant. Mais étant actrice, c'est mon travail au quotidien. Vous êtes habituée à ça? Enfin, au fait, je vais dire que je reçois au quotidien ces cas. Je ne sais pas m'habituer à ça parce que c'est des cas d'abus, des violations de droits humains des femmes et des filles. Mais la première chose à laquelle j'aimerais attirer l'attention de ceux qui vont suivre ces documentaires aussi bien que cette émission est de voir l'importance du dialogue au sein de nos familles. Vous allez voir que cette petite fille, quand cette situation lui est arrivée, elle n'a pas réussi à parler à ses parents. Elle est allée à l'école. C'est là où nous voyons aussi la responsabilité parentale. Mais en même temps aussi l'apport important que les projets PERS, par le biais de l'UNFPA ainsi que d'autres parties prenantes, ont apporté dans la création d'un environnement sûr pour les élèves. Parce qu'elle s'est sentie libre de parler au point focal VBG de l'école. Qu'à ses parents. Qu'à ses parents. C'est important, c'est pour dire que les dialogues voilà sur la l'importance de santé, pouvoir instaurer le dialogue en famille. Exactement. En famille, c'est important. Et deuxièmement, j'ai relevé l'importance d'une collaboration multi-acteurs et multisectorielle. Avec l'école. Avec l'école, les ministères de l'EPST, les centres de santé, avoir les espaces sûrs et aussi la combinaison des approches pour créer justement cet environnement sûr pour l'enfant et la prise en charge aussi de cette situation, c'est important et je suis contente qu'il y ait un documentaire ainsi que cette émission parce que même après les 4 ans, nous devons continuer à sensibiliser. Comme notre chère Amazon Naomi a dit, on serait étonné de savoir que le nombre dénoncés ne représente que la tête de l'iceberg des cas qui sont réellement dans nos sociétés. Ça veut dire que la situation est dramatique, catastrophique. Exactement, parce que entre autres, les facteurs socioculturels liés au tabou autour de tout ce qui est sexualité contribuent à ça. Nous avons besoin que nos religieux traditionnels et surtout religieux puissent aussi s'adresser à cette situation de lutter contre les exploitations et les abus sexuels. Plus on va en parler, moins on va avoir ces cas, plus il y aura des dénonciations, mais aussi et surtout plus il y aura une prise en charge, surtout sur la personne de la survivante, psychosociale, la santé mentale, c'est un problème sanitaire. Ces filles sont mises à risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles, les VIH, les grossesses non désirées qui amènent à des avortements clandestins, qui amènent à la mort. Nous avons beaucoup de filles qui sont en train de mourir à cause de ça. Nous pouvons prévenir tout ça et pour couronner tout, c'est s'adresser à la question de l'impunité aussi, l'accès à la justice. Plus on aura des jugements qui condamnent. Des sanctions exemplaires. Oui, exactement. Mais alors, je voudrais poser une question de savoir, est-ce que le travail aujourd'hui des associations, des ONG qui sont dans la sensibilisation porte leurs fruits? Parce que je voudrais savoir à quoi se limite cette sensibilisation auprès de communautés. Je pense que c'est grâce à ces sensibilisations que même aujourd'hui, sur Télé 50, nous pouvons parler nous pouvons nous asseoir sur un grand plateau et discuter autour d'un tel sujet. Lutte contre l'exploitation et l'abus sexuels. Et cette sensibilisation porte sur quoi, généralement? Cette sensibilisation porte généralement sur des questions de droit,
des droits des femmes, des droits humains, des droits des filles, des obligations. Elle porte aussi sur la vulgarisation des textes de loi qui garantissent le droit et la protection des citoyens en général, mais des filles et de femmes en particulier contre ces genres d'abus. Mais aussi, nous sensibilisons sur les risques de ces comportements, tant pour les bourreaux que pour la survivante. Parce qu'il y a des conséquences. Pour un bourreau qui va violer ou harceler ou abuser d'une petite fille de 14 ans, ben, il risque le reste de sa vie en prison. C'est sa carrière qui est mise en jeu, c'est sa famille qui va en subir aussi. Mais pour la survivante aussi, il y a sa santé, il y a son développement. Il y a tout ça qui est contenu dans des sensibilisations que nous menons. Mais en même temps aussi, permettez-moi, puisque nous avons les call centers, nous profitons pour vulgariser sur les mécanismes de prise en charge qui existent. Nous parlons des CICM et Madame nous parlera évidemment de ce qu'ils font comme travail. Nous parlons des numéros verts, nous vulgarisons parce que les gens ne savent pas comment est-ce qu'il faut dénoncer parfois. Très bien. Madame Néné Sambi, vous êtes responsable du volet psychosocial au CICM de Kitambo. Dites-nous d'abord, avant de revenir sur cette vidéo, en quoi consiste exactement votre travail? Ok, merci beaucoup pour la parole. Le CICM, c'est un centre intégré des services multisectoriels pour la prise en charge holistique et gratuite de survivantes de VBG et EAS et HS. Allégez la compréhension, c'est un jargon très compliqué à comprendre. Ok, c'est une prise en charge. La prise en charge, elle est complète et puis gratuite. Okay. La survivante ne paye absolument rien. Rien du tout. Du début à la fin. Parfait. Alors, au sein des CICM, au sein de ces centres de prise en charge, il y a deux volets. Nous avons le volet médical, il y a le volet psychosocial, le volet juridique, et puis il y a la réinsertion qui vient clôturer la prise en charge. C'est comme ça que le CICM est constitué. Alors, lorsque la survivante arrive, pour les cas des abus, nous savons qu'il y a eu viol, il y a eu tout ce qui s'est passé par rapport à la violence sexuelle. Alors, la survivante est accueillie et examinée par une équipe médicale. L'équipe, il y a des médecins, des infirmiers, il y a des laboratoires, s'il faut des examens de laboratoire. Il y a un médecin légiste pour... Tout ceci, c'est pour confirmer qu'il y a effectivement eu viol ou quelque chose du genre. Pas seulement confirmer par rapport au rapport médico-légal qu'on doit établir, aussi pour une prise en charge. On doit soigner la survivante. Okay? Et il va recevoir aussi tout ce qui est comme paquet médical gratuitement. Et après la prise en charge médicale, à ce moment-là, on va référer à la prise en charge psychosociale. Alors, la prise en charge psychosociale s'est faite à deux phases. La phase psychologique qui s'est faite sur la survivante et la phase sociale qui s'est faite sur les proches ou l'environnement de la survivante. C'est-à-dire, une fille violée, une fille abusée sexuellement, elle n'est pas seule la victime et toute sa famille aussi sont touchées, affectées à ça. D'où il faut aussi s'occuper de la famille, aussi pas seulement pour les décharger psychologiquement, mais aussi les aider à avoir un nouveau style de vie et le changement de comportement par rapport à la situation dans laquelle ils se retrouvent. Alors, Madame, du fait que vous receviez ces cas généralement, est-ce qu'en suivant cette vidéo, par exemple, vous aussi particulièrement, vous êtes affecté? Bien sûr, ça dérange. Vous savez, nous sommes des prestateurs, nous sommes à la première ligne, mais ça nous arrive d'être affectés et d'être incapables d'apporter son soutien. C'est pour cela que nous travaillons en équipe. Lorsque moi je me sens affectée par rapport à la situation, je dois passer le bâton à une autre collègue pour continuer. Vous savez, parfois nous sommes parents, quand nous sommes devant les situations pareilles, ce sont nos enfants, ce sont nos petites sœurs, ce sont nos membres de famille qui sont victimes. Ça dérange beaucoup parce qu'on n'a pas droit à vivre dans un milieu violenté, avec beaucoup de violence. Et puis, c'est aussi, d'une autre part, gâcher l'avenir d'une survivante, d'un enfant. Et parce que si on n'apporte pas un soutien, une prise en charge efficace, d'une manière urgente et efficace,
l'enfant ou la survivante peut sécher, abandonner la scolarité et puis elle va vivre avec beaucoup de traumatismes qui va modifier même sa personnalité et qui sera aussi une charge pour la communauté à la longue. Alors, le projet, il est opérationnel. Le projet PERS, il est opérationnel dans 10 provinces, si je ne m'abuse. Mais avec le caractère géographique de ce pays, il est énorme, il est grand. Comment les survivantes des provinces éloignées, de coins éloignés, entrent en contact avec le centre? Vous êtes disséminés à travers le pays? Oui, je crois que l'UNFPA a planté des centres dans pratiquement toutes les provinces concernées. Ici à Kinshasa, il n'y a pas seulement les CICM à Kitambo, il y en a à l'hôpital Centre Mère et Enfants Ngaba, il y a l'hôpital général, je crois, de Njili. Je crois qu'il y a aussi au Centre Mère et Enfants à Limité. Donc il y a des CICM. Les CICM, il faut savoir que c'est pour une prise en charge complète. Mais les CICM aussi, l'UNFPA travaille aussi avec d'autres organisations à travers la ville et le pays, oui, et qui peuvent aussi apporter leur soutien. Mais au CICM, au moins, nous avons tout le paquet dont la survivante a besoin, se trouve au même endroit. Mais il y a d'autres organisations aussi, en partenariat avec l'UNFPA, ils travaillent pour les différents appuis. Avant de passer la parole à M. Mardoché, vous recevez également de cas des écoles de Kinshasa? Je sais que ce que je peux dire, comme les autres ont déjà parlé, le cas des abus, ce n'est pas seulement en province ou dans le milieu reculé. À Kinshasa, il y en a et beaucoup. D'accord. Mais j'aimerais savoir, M. Mardoché, malgré la sensibilisation, la présence des numéros verts, les sanctions qui en suivent, pourquoi ces cas sont encore légion aujourd'hui? C'est quoi? Le travail n'est pas fait correctement? Pourquoi, à votre avis, les cas sont encore légion et qu'il y a encore urgence à pouvoir mutualiser les efforts et changer la situation? Oui, moi je pense que c'est... On n'a pas encore compris les contextes, en fait. Nous faisons la sensibilisation avec tous les efforts qui sont fournis. C'est peut-être la population qui n'a pas encore compris l'importance de la dénonciation. Parce que pour arrêter, il faut qu'il y ait vraiment une dénonciation et que les sanctions qui sont prises à travers toutes les organisations soient vraiment fortes. Parce que ces genres de cas, comme les collègues, l'ami l'a dit, c'est partout en fait. En dehors du projet PERS pour lequel nous parlons aujourd'hui, il y a des cas de harcèlement sexuel partout. À Kinshasa, s'il m'était permis peut-être de citer quelques... Allez-y, quelques sentez-vous à l'aise. Donc, il y a des cas à Kinshasa que nous recevons, des écoles. Aujourd'hui, on se demande qui est censé protéger les enfants à l'école. Il y a des cas qui touchent les enseignants, les préfets de discipline, les responsables au premier niveau. Les responsables. Ça part même chez les vendeurs. Sentez-vous à l'aise de prendre la parole à n'importe quel moment. Les responsables qui vient vendre les biscuits dans une école. Au départ, j'ai pensé que c'était une question qui concernait essentiellement les enseignants. Non, pas du tout. Tous les intervenants du secteur, aujourd'hui, vous recevez des cas où on se demande qui est censé protéger les enfants à l'école. L'exemple même de la vidéo nous le démontre. Comment est-ce qu'un enseignant peut recourir à une élève pour aller lui apporter de l'eau? Il y a une dimension que nous n'avons pas peut-être relevée. C'est que déjà, cet enfant va aller prendre de l'eau. C'est un poids sur elle. C'est un travail forcé qui est sur cette petite fille. Et puis, demander à un élève d'aller prendre de l'eau. Mais bien sûr. Nous ne sommes pas dans un milieu urbain, ce n'est pas au robinet qu'elle va prendre. Elle va aller puiser de l'eau un peu plus loin. Et aussi, où se trouvent les parents, l'autorité parentale, le contrôle de l'enfant, comment elle se retrouve du point A, qui est le point de sa famille, au point B, qui est la maison de l'enseignant. D'abord, une première fois pour prendre les récipients, pour aller chercher de l'eau, et revenir une deuxième fois pour entrer. Et aussi les parents, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Personne ne peut demander à votre fille d'entrer dans sa maison sans votre autorité et que cet enfant entre. Donc, il y a aussi une dimension sur l'éducation que les parents et les tuteurs donnent aux enfants. Mais en suivant également une partie de la vidéo, nous avons vu certaines formations destinées aux éducateurs, aux journalistes. Oui. Mais les parents sont oubliés. Non.
Allez-y. En fait, je crois qu'avec le projet PERS, on intéresse aussi les parents, Oui. le comité des parents. Oui. Oui. Il y a aussi la partie communication où les gens font la sensibilisation, pas seulement à l'école. On peut utiliser les relais communautaires pour faire le porte-à-porte et tout ça pour sensibiliser par rapport à la thématique. Des émissions dans les radios communautaires Oui, dans aussi. les radios communautaires, oui. Et c'est pour sensibiliser par rapport à ces thématiques en milieu scolaire. Et ça s'est fait, et ce qui est encore plus mieux, c'est-à-dire ces émissions-là, ces émissions-là sont tournées en langue locale pour que toute la population Puisse comprendre. soit informée et savoir, quand il y a ces actes d'abord, qu'est-ce que nous devons faire. Alors, je voulais ajouter aussi à ce que Madame vient de dire, vous savez, il y a la notion du pouvoir. Pour qu'on puisse avoir les abus et tous les abus sexuels en milieu scolaire, il y a la notion du pouvoir. Il y a le pouvoir qui est illégalement réparti entre l'enseignant ou les autorités de l'école et l'élève. À ce moment-là, l'élève s'est dit, c'est mon enseignant qui me dit de faire ça. Alors l'enseignant, nous savons que c'est l'idéal, c'est l'image de la personne bien instruite. Il ne peut pas faire du mal. Il peut faire du mal, vous savez. Et il y a cette répartition illégale du pouvoir. Alors l'enfant est censé, dans sa tête, obéir à ce que l'autorité de l'école est en train de donner comme orientation. Alors, si ma question est mal posée, je vous la pose à vous tous. Vous allez devoir m'aider à pouvoir la corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui a aussi favorisé ces genres de pratiques, du fait que les parents, aujourd'hui, ne déboursent aucun rond pour payer à l'école? L'école représente aujourd'hui un danger à cause de la gratuité. Voilà ma question. Pas nécessairement, parce que ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est que la gratuité de l'éducation fait partie des efforts pour améliorer justement le respect des droits des enfants. Tous les enfants ont droit d'accéder à l'école. Mais je n'envoie pas mon enfant à l'école pour qu'il aille être violé. Je comprends ça. Nous avons pendant très longtemps milité sur l'accès de tous à l'école. Parce que justement, culturellement, dans les milieux ruraux, les filles étaient retenues et étaient victimes des mariages précoces. Ça, c'est un autre sujet pour un autre débat, certainement. Et donc, la gratuité de l'éducation, ça n'a pas créé ces phénomènes. Oui. Seulement, nous devons reconnaître ici que les efforts des projets comme PERS a permis de mettre la lumière, de mettre à jour les problèmes qui existaient depuis longtemps. Vous allez entendre dans les générations de nos parents ou de nos tantes et tout, les enseignants qui ont épousé leurs élèves. C'était déjà ça les cas des abus et des harcèlements sexuels. Ça date de très longtemps. Mais culturellement, c'était accepté et ce n'était même pas encadré par les cadres légaux et tout. Et donc c'est ça. Il faut plutôt nous dire que c'est vrai, d'une part, il y a eu, je vais dire que la gratuité de l'éducation aurait dû, peut-être que ça vient progressivement, encadrer cela. Au fait, prendre en compte ce que PERS a fait, créer des espaces sûrs, former les enseignants, travailler sur la qualité et les infrastructures, les contenus dans ces écoles pour encadrer la gratuité de l'enseignement. Mais vraiment, le projet PERS nous a juste permis de ressortir et mettre à jour, mettre à lumière ce qui se passait depuis toujours et qui continue d'ailleurs. Et c'est là où nous avons besoin que le programme PERS soit encore financé, peut-être pour d'autres 5 ou 10 ans, pour toucher d'autres provinces. Et voilà. Mais alors, quel a été l'apport, avant de prendre la prochaine vidéo, quel a été l'apport de l'UNFPA et les résultats spécifiques à travers le projet visant à atténuer les abus en milieu scolaire? L'apport de l'UNFPA. Bon, moi je pourrais dire d'abord que l'apport de l'UNFPA, c'est d'abord avoir nous avons d'abord les centres de prise en charge disponibles. C'est-à-dire quand nous disons que les centres de prise en charge disponibles, c'est équipé par l'UNFPA avec tout. Ça a été d'un apport vraiment très capital. Oui, c'est très important parce que même les médicaments que les survivantes reçoivent, c'est gratuit. Et la prise en charge, elle est gratuite. Parce qu'on s'est dit souvent, pour aller à l'hôpital, je dois avoir de l'argent. Mais pour le cas des abus sexuels, l'UNFPA a fait de sorte que la prise en charge soit gratuite.
pour que aucun cas ou aucune victime puisse dire que je n'ai pas pu me faire soigner parce que je n'avais pas l'argent. Ça, moi, je dois dire que c'est déjà quelque chose de très encourageant. Alors, l'UNFPA a fait quelque chose de très important. Mais le projet se termine avec l'UNFPA, 4 ans. Oui, mais Ça veut dire que la tâche risque de redevenir encore difficile. Donc, ce sera difficile, oui, mais par contre, pour la prise en charge, je dis peut-être par rapport à ce que c'est fait à Kinshasa, les CICM sont implantés dans les hôpitaux généraux de référence. Oui. Et là, il y a la pérennisation dans le sens où il y a d'autres malades. À l'hôpital, je donne un exemple pour le cas des volets psychosociaux. On ne reçoit pas que les victimes des viols, on reçoit tout le cas de patients qui ont besoin d'un appui psychologique. Alors, eux, ils payent, parce que c'est un autre cas. Et les frais qu'ils payent vont aider à ce que nous puissions nous mettre à jour pour recevoir le cas des abus gratuitement. C'est la même chose avec le médical. Nous savons que ça sera vraiment un peu difficile, mais au moins, il y aura, comme c'est implanté dans les hôpitaux, il y a la pérennisation des actions que l'UNFPA a apportées par rapport aux autres malades qui vont, leurs frais de consultation vont aider à ce que nous puissions accompagner. Mais ça sera un peu difficile parce qu'il y aura, je donne un exemple pour les paquets, les médicaments, les kits PEP et tout ça, ça sera un peu, parce que ce sont des médicaments qui coûtent très cher. Parfait. Je peux ajouter sur l'apport de l'UNFPA dans la coordination avec la ligne verte, par exemple. La rapidité des traitements des informations qui est faite actuellement, on peut dire que c'est important qu'il y ait ces mécanismes de dénonciation. Parce que lorsque nous remontons les cas, par exemple, aux différents points focaux, on voit la vitesse avec laquelle les cas sont traités. Des fois, on nous appelle, envoyez-nous telle information, nous sommes à tel niveau, à tel niveau. Donc, ça montre que les projets, si je peux me le permettre, doivent continuer en fait. Doivent continuer. Alors, on va suivre la prochaine vidéo et on reviendra sur ce plateau pour plus de commentaires. Dans la communauté, nous avons pris 3 aspects qui nous sont en train de sensibiliser la communauté sur l'exploitation. Alors, je me rends compte que j'ai énormément de questions à poser, mais je ne sais pas si je vais les épuiser. Alors, en ce qui concerne le jargon ou les termes, on parle d'exploitation, abus et harcèlement. Ouais. C'est différent? Oui. Alors, aidez-nous à comprendre. Qui prend la parole? En fait, il faudrait qu'on revienne sur des définitions parce Oui. que c'est des termes qui ont des soubassements juridiques. Oui. Et les lois ont défini chaque type d'abus ou de violence. On doit d'abord commencer par dire que les violences basées sur le genre, Oui. c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Exactement. D'accord? Et c'est tout acte qu'on commet contre la personne de force, contre son gré ou son consentement. Il n'y a pas de consentement. Mais non, même quand on entre dans la Il question... n'est pas forcément physique. Hein. Pas forcément physique. Pas forcément. Non, on peut être poursuivi rien que pour des paroles. Oui, bien sûr. C'est là où on revient sur les spécificités. Quand on parle du harcèlement, par exemple. Ok. Le harcèlement n'est pas encore la violence sexuelle, Oui. n'est pas encore le viol, n'est pas encore l'abus. Un des caractéristiques du harcèlement, c'est d'abord la répétition. Ça, c'est important. Autre caractéristique, c'est aussi abuser de sa position de pouvoir. Comme Madame Mais les a enfants, dit, vous êtes enfants ne le enseignant. savent pas. Mais c'est exactement Justement. le travail là où nous, par exemple, moi j'ai dit, je vous avais dit, je suis directrice de Affirmama Notre. Nous faisons le travail de la mobilisation communautaire pour la création de la demande et les Pour apporter cette référencements. connaissance. Voilà, et les référencements vers les services de prise en charge. Nous faisons les référencements, par exemple, au CICM de Kitambo. C'est sur base de ce que nous trouvons sur le terrain. Donc, le travail de sensibilisation, justement, vient clarifier c'est quoi l'exploitation, c'est quoi l'abus,
c'est quoi le harcèlement, c'est quoi même le viol. Parce que la petite fille qu'on a suivie au début, son cas est parti de l'exploitation à l'abus et au viol. Maintenant, s'il répétait le monsieur ou utilisait les représailles pour qu'elle ne dénonce pas, ça s'associerait avec les harcèlements. Il peut y avoir harcèlement sans violence sexuelle, il peut y avoir harcèlement sans abus, tout comme il peut y avoir directement violence sexuelle sans passer par les harcèlements. En fait, c'est échelonné, mais tout ça fait partie des violences basées sur le genre. Mais les sanctions liées à l'harcèlement sexuel ne sont pas assez virulentes. Hein. Ça peut conduire aussi à l'exclusion de l'enseignant? Bien sûr, Oui. bien sûr. Parce que là, il y a la question de l'éthique et de la déontologie qui entre en jeu. Okay. Donc, les sanctions peuvent être administratives et aussi, ça peut être pénal. Alors, Naomi, est-ce que vous avez la même compréhension également sur ça? Vous avez eu à apprendre ça, vous? Exactement. Déjà, par la définition que moi j'ai, je vais rejoindre les dames. Lorsqu'une personne ayant une position de pouvoir se sert de son pouvoir pour avoir quelque chose de la part d'une personne qui est en position de faiblesse, c'est déjà une violence. Vous vous servez de ce que vous avez comme avantage pour exercer votre pouvoir sur une personne qui n'a pas la même force. Vous que usez de la situation de vulnérabilité de la personne. de la personne Ok. en face de vous. Voilà. Peut-être pour ajouter, Oui. s'il vous plaît, il y a aussi la confiance. Souvent, on ne souligne pas ça. Il y a de La personnes confiance de la part de qui? qui abusent de la confiance qu'a la survivante pour exploiter cela. Par exemple, un pasteur, un enseignant, nous disons encore une fois, même les points focaux VBG qui sont dans des écoles, c'est des personnes auprès de qui les enfants auront confiance. Si jamais cette personne profitait du fait qu'on a confiance en elle pour abuser de cela, ça entrerait dans cette exploitation. Ben, il arrive aussi des fois que des cas comme ça soient réglés dans l'amiable. Les parents disent non, nous allons arranger cela. C'est ça aussi un Oui, problème. C'est illégal. Ouais. Il y a des Non, cas illégal, mais les parents disent non. Oui. Il y a des Nous cas- l'acceptons en famille. Oui, nous condamnons ces cas-là, je crois. Ce sont des cas qu'on ne peut pas encourager, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cas des arrangements à l'amiable. Si vous faites face à ce cas-là, vous faites quoi? Vous abandonnez? Les cas, je donne un exemple, les cas des arrangements à l'amiable Oui. se font toujours en dehors de structures. Oui, Oui. nous En ne dehors savons de pas. structures, nous ne sommes pas, on ne sait pas. Oui. Mais parfois, ils reviennent vers les structures, ils reviennent dénoncer lorsque l'arrangement, l'autre partie n'a pas N'a pas respecté respecté. sa part. Ok. Et quand ils reviennent maintenant, souvent c'est un peu tard parce que s'il y avait peut-être un cas de grossesse et tout ça, et même sur le plan psychologique, la survivante, les troubles se sont déjà installés. Or, lorsque nous apportons le soutien psychosocial d'une manière urgente, on empêche les différents troubles psychologiques de s'installer. Très bien noté. Ok. Alors cette vidéo que nous venons de suivre concerne véritablement le travail que vous faites. Mais est-ce que la ligne verte est véritablement sensibilisée? Est-ce qu'il y a une véritable vulgarisation? Est-ce que c'est connu au sein de communautés, au sein de familles, qu'il existe une ligne qui reçoive les plaintes et tout ça? Oui, comme Votre madame- évaluation. Oui, comme madame l'a aussi dit, dans la sensibilisation, ils utilisent 3 approches dans la ligne verte. Déjà, le premier résultat, c'est l'accroissement des cas. Le projet PERS a été intégré dans la ligne verte, je crois, si je me trompe, en avril 2021. Les cas ne font qu'accroître. À chaque fois, nous arrivons à détecter la sensibilisation qui est faite sur terrain par rapport aux statistiques que nous recevons de chaque coin, chaque province couverte par le projet PERS. Donc, nous constatons qu'il y a la vulgarisation de cette ligne par rapport aux appels, parce qu'il y a certaines personnes qui appellent pour tester d'abord est-ce que ça passe ou pas. Ah, Il ok. appelle. Maintenant, on lui a parlé de l'harcèlement. Il dit... Vous c'est quoi recevez, des l'harcèlement? cas, vous recevez des cas qui ne sont pas vrais. Oui, d'abord, la personne veut savoir est-ce que ce qu'on m'a dit là, c'est vrai. Oui. Il appelle. Maintenant, on a découvert récemment qu'il y a des cas qui sont cachés derrière les demandes d'information. Par exemple, quelqu'un a subi un cas de viol. Il ne sait pas que c'est un viol. On lui a dit, il appelle d'abord pour dire, est-ce que si quelqu'un fait ça, ça s'appelle viol? Est-ce que si maman m'oblige à épouser quelqu'un,
c'est bon ou c'est mauvais. Alors, lorsque vous allez autour de tous ces questionnements-là, vous vous rendez compte qu'il y a un cas à dénoncer. Oui. Et c'est comme ça qu'on a Et dans ce cas, vous faites quoi? Oui, on demande à la personne si les questionnements font rapport à un cas peut-être qu'il a connu dans la communauté ou ce n'est pas, ou c'est sur elle-même en fait. Et là, la personne s'ouvre, vu qu'on a déjà garanti la confidentialité de l'information. Et là, on commence à recueillir les informations, on oriente la personne. Ok. Mais est-ce que les téléphones sont disponibles partout, les coins reculés? Tout le monde n'a pas le téléphone, ce qui rend encore la tâche un peu difficile. Exactement. Oui, c'est parmi les défis. Hein? C'est pas ça? Je crois que c'est pour ça que l'approche est aussi, comme j'ai dit, c'est diversifié. Oui. Partout, l'accès à l'information n'est pas nécessairement par les call centers. Oui. Partout, même l'approche à la sensibilisation ne se fait pas nécessairement de la même manière. Ok. Par exemple, nous avons des provinces qui sont en partie affectées par les conflits. Vous n'allez pas travailler de la même manière qu'ailleurs. Par exemple, nous avons... Chaque coin a ses spécificités. Il y a parfois des sensibilisations qui sont plutôt porte à porte Oui. pour que l'information passe. Et ce n'est pas nécessairement... parce qu'il y a les problèmes des réseaux dans certains coins. C'est pour ça que même les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette approche intégrée, je reviens sur ça plusieurs fois, parce que seul un secteur ne peut pas résoudre ces problèmes. Alors là, je me rends compte que c'est un travail énorme, difficile. Effectivement. Nous allons dire complexe, mais ce n'est pas difficile parce que nous Complexe. essayons justement de Oui. relever les défis. Parce que si on voit ça difficile, on peut fuir et arrêter. À vous particulièrement, quels sont les défis que vous rencontrez? Et qu'est-ce qui reste à faire dans votre travail? Vous avez encore besoin de quoi pour améliorer le travail? Oui, les défis sont énormes parce que déjà, la capacité d'accueil. Aujourd'hui, on a une capacité de 10 opérateurs qui sont là de 8h à 18h, donc chaque jour. Les week-ends aussi, nous travaillons les samedis de 9h à 14h. Donc, nous recevons beaucoup d'appels au même moment. Donc, nous sommes obligés de prendre toutes ces personnes en charge. À part cela, nous avons aussi la couverture. Aujourd'hui, les projets PERS couvrent 10 provinces. Donc, la prière, c'est que ça soit élargi sur toute l'étendue, parce qu'on s'est dit, quel est l'essor de toutes ces provinces qui ne sont pas concernées dans le projet? Oui. Ça veut dire que là-bas, c'est catastrophique. Voilà. Des fois, lorsque nous recevons... Je présume. Parce que, oui, je me dis, si aujourd'hui on couvre toutes les provinces, quel sera le taux d'accroissement? C'est-à-dire qu'on va découvrir certaines approches ou certaines choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc le défi, c'est encore l'élargissement. Ok. Et aussi, surtout, les suivis des cas. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vient après la dénonciation? Aujourd'hui, avec le partenariat que nous avons, nous transmettons les informations et puis la suite, il y a les points focaux qui prennent les relais. Il faudrait vraiment qu'après la dénonciation, qu'il y ait une réaction rapide, que ceux qui sont censés aller sur terrain, parce que ça reste encore les allégations. Ok, allégations. Ouais. Mais quand quelqu'un fait une dénonciation comme ça, vous ne considérez pas ça comme étant parole d'évangile? Non, pas Je crois qu'il y a un autre travail à faire pour savoir Pas que du tout. Justement. telle dénonciation est vraie. C'est cela. Oui, parce que ça reste une allégation. Oui, oui. La personne a parlé. Oui. Mais il faut qu'il y ait des investigations derrière. C'est là Et où le reste du travail est fait par qui? C'est là où les travails, au fait, des call centers fait les travaux de dispatching. Ok. Ils reçoivent, ils peuvent peut-être classifier, mais ils les dispatchent. Certaines organisations de la société civile, à l'exemple de nous, Afiamama, nous sommes dans l'approche intégrée, mais comme on ne tient pas des cliniques ou des maisons d'écoute, nous allons référer. C'est la coordination, le travail de la coordination est très important. Et là, d'ailleurs, ça nous ramène aussi à la responsabilité étatique aussi, parce que nous avons le système judiciaire qui doit aussi soutenir, appuyer et nous obtenir les résultats escomptés en termes de l'accompagnement juridique et judiciaire. Oui. Nous pouvons tout faire, mais nous ne sommes pas des juges, nous n'allons pas Exactement. rendre les jugements. Exactement. Et le travail des investigations, Oui. ça demande aussi des ressources Des qui ressources. doivent être allouées à ce travail-là. Et j'ai vu qu'avec le projet PERS, les acteurs du système judiciaire et juridique ont été aussi capacités et formés, mais il y a un défi. Ce sont les fonctionnaires de l'État qui sont mutés. Les projets dans 10 provinces, si les personnes
personnels formés dans ces 10 provinces sont envoyés vers les provinces qui ne sont pas prises en charge par les projets. Ça rend la tâche difficile. Ceux qui reviennent doivent Oui. aussi, encore une fois, bénéficier de la formation. Mais aussi, Oui. je voulais ajouter par rapport à ça, après la dénonciation, même il y a des enquêtes au niveau du ministère. Il y a les enquêtes, il y a, et après enquête qu'on va statuer si c'était vrai ou pas. Aussi du côté prise en charge, il y a le médical, il y a les psychologues qui écoutent tout ça. Et si c'est un cas, entre parenthèses, qui ne cadre pas, on saura à partir des entretiens que ces cas n'est pas nécessairement abus ou quoi. On peut orienter ça, mais donner la prise en charge quand même. Alors, vous, en tant qu'acteur impliqué dans cette lutte, est-ce que vous êtes satisfait du retour sur le plan judiciaire, tout ça, ou il y a encore à dire, ou vous dites c'est une question qui touche au gouvernement, on préfère ne rien dire. Je saute cette question. Nous sommes des citoyens. Allez-y. Donc, nous n'avons pas voté les gens pour que nous ayons peur de nous exprimer. Allez-y. Les retours sur les décisions des justices ne reflètent pas, au fait, n'est pas à la hauteur des efforts que nous, autres acteurs, nous mettons dans les processus de prise en charge. On a moins de 10% de décisions de justice sur des cas dénoncés, alors que nous avons déjà des défis sur la dénonciation. Mais lorsque nous avons, par exemple, 1000 cas de dénonciation où il y a eu des investigations, nous arrivons peut-être à avoir 800 cas qui sont qualifiés parce que nous avons aussi des cas non qualifiés en tant que tels. Oui. Sur les 800 cas, on n'arrive pas à obtenir 10% des décisions de justice par an. Ça veut dire qu'on n'aura pas 80% des décisions de la justice. Ça, c'est aussi, c'est pour ça que j'ai souligné... Dans ce cas-là, ce sont les bourreaux qui Pas nécessairement. Les systèmes judiciaires, les infrastructures, ça pose problème. L'éloignement parfois des institutions de justice, des justiciables, ça pose un autre problème. Et ajouter à ça les coûts de l'accès à la justice. Et puis ce sont des coûts qui juridiquement n'existent pas. Ce n'est pas justifié. Et nous qui mettons en œuvre de tels projets, nous ne savons pas demander aux partenaires UNFPA de donner de l'argent pour payer devant des cours, tribunaux, tout ça. Des coûts tribunaux qui n'ont pas d'assiette, des frais qui n'ont pas d'assiette. Donc comprends. c'est un défi que les gouvernements doivent nous aider aussi sur ce niveau-là. Oui, alors énormément de questions. On suit la dernière vidéo avant de nous séparer parce que sinon on ne finira pas. Ici, dans notre Naomi Mukoy, réagis par rapport à cette vidéo. Ça fait très mal. Hein? C'est une enseignante qui parle de son élève de classe qui a été violenté, qui a connu ces cas. Réagissez, Naomi. Déjà, je trouve que ça fait très mal. C'est une situation que l'on ne souhaiterait à personne, même pas à son pire ennemi. Mais je dirais que le comportement de l'enseignante vis-à-vis de la situation est à encourager. Ce n'est pas à tout le monde que vous venez vous confier, qui fera en sorte que votre voix soit relayée. Donc, si une personne, vous venez vers une personne, d'ailleurs même c'est ce qui freine les cas de dénonciation, vous pouvez aller vers une personne qui vous stigmatise encore davantage. Mais là, c'est compliqué. Donc, quand vous allez vers une première personne à qui vous exposez votre problème, et cette personne a tendance à vous dire non, mais c'est peut-être pas ce que tu penses, et qui vous dit ce genre de choses, vous verrez que vous aurez du mal à reparler de cette situation à une autre personne. Et le cas de l'enseignante, c'est à féliciter. Hein. Voilà, c'est à féliciter parce que c'est pas à tout le monde qui parce qu'elle le fait à l'égard d'un collègue ou d'un collègue. Voilà, elle est en train, comme on le dit dans le jargon qui est populaire, elle se mêle, bien que ça soit une affaire de tous, mais nous dirons, tu es en train de te mêler de ce qui ne te regarde pas, si ça s'est passé alors, combien de personnes il y a déjà eu? Or ça, c'est une très mauvaise façon de penser, et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit précédemment. Je suis très pour, je suis vraiment très très contente et satisfaite du fait que ça soit accessible, l'accessibilité à l'information dont l'UNFPA fait preuve. Voilà, il faut louer les mérites quand même, parce que
aujourd'hui, nous disons que les cas sont en train de s'accroître, comme vous avez dit, mais moi je dirais que non. Je dirais que les cas sont en train d'être dénoncés. Parce que vous avez l'impression que les choses sont en train de s'accroître, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que les choses qui se faisaient dans le ténèbre sont en train d'être révélées. Okay. Donc en réalité, rien ne s'accroît, mais il y a plus de lumière sur la question. C'est pour ça qu'on a l'impression que voilà, il y a accroissement, mais je dirais que Parfait. non. Donc on peut dire que ce qui est en train de se faire sur le terrain, ça marche parce que les langues sont déliées C'est de plus louable. en plus. Monsieur Mardoché, réagissez à la vidéo que nous allons suivre. J'encourage aussi l'attitude de l'enseignante parce que c'est rare de voir les collègues se dénoncer. Oui. C'est rare de voir ce genre d'attitude. Je pense que nous devons toujours sensibiliser, comme on est en train de marteler sur... Mais est-ce qu'elle est protégée quand elle sort comme ça? Oui. Quand elle dénonce son Elle collègue, dénonce. elle est protégée? Oui, Elle est elle est protégée protégée légalement. parce que... oui, madame pourra peut-être en dire plus sur la question. Donc déjà, l'accès à l'information est restreinte. Oui. C'est là où commence la protection. Cette restriction-là au niveau de l'information, je pense que nous devons stimuler tous les intervenants à faire pareil. Parce que si nous-mêmes, on commence déjà à encadrer les informations parce que c'est mon collègue, c'est mon ami, on ne lutte pas pour La le bon lutte ne combat. sera pour rien, c'est ça. Ouais. Exactement. Madame Annie, oui, vous vouliez réagir? Je voulais dire que les témoins sont les dénonciateurs ou dénonciatrices sont protégés parce que si elle ne les fait pas, elle serait aussi tombée sous le coup de non-assistance en personne en danger parce qu'elle est informée. Et une chose qui a noté, c'est aussi à savoir que même cette dénonciation, elle est confidentielle. Mais lorsque l'enseignante décide de dénoncer son collègue, elle ne va pas aller lui dire « je te dénonce » parce qu'elle peut faire face à des représailles. Ouais. Ça nous ramène encore une fois à des techniques que nous donnons aux membres de la communauté lorsque nous allons les sensibiliser, et ça vient mettre un accent sur les mécanismes de prise en charge et les mécanismes de signalement qui est mis en place, qui doit tenir compte de cette confidentialité. Parfait. Pour ne pas exposer ceux qui dénoncent. Ah, d'accord. Je peux ajouter quelque Oui, chose? allez-y. Il y a un élément que le médecin a souligné, Oui. les 72 heures. 72 heures. C'est très important dans la C'est-à-dire dénonciation. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un cas de viol qui est commis, on a les 72 heures, madame pourra peut-être éclaircir très bien, pour que la victime ou la survivante soit prise en charge. Parce qu'au-delà de ça, elle peut être exposée à plusieurs conséquences du point de vue médical. C'est-à-dire, il n'y aura plus de preuves. Non, non. Entre autres, Quoi? ça Des peut cas de devenir maladie. Ok. c'est- Ouais, très bien noté. Madame, vous pouvez compléter. Ok, avant de compléter, je dirais peut-être que je vais un peu commenter par rapport au comportement de l'enseignante. Oui. Vous verrez, on dit il faut savoir comment détecter les signaux de traumatisme. Déjà par l'observation. La dame a utilisé l'observation. Il a constaté que l'enfant ne venait pas. Or d'habitude, c'est une fille qui est toujours présente. Ok. Donc, Premier signal. Hein. Premier signe, c'est-à-dire signe. par l'observation, il a Oui. compris qu'il y a quelque chose. Oui. Alors elle est venue vers l'enfant et l'enfant s'est ouverte. Je crois que avec le projet PERS, il y a des points focaux dans chaque école. Le point focal VBG et AS, je crois qu'ils doivent développer ce genre de mécanismes pour détecter les différents signes qui peuvent conduire vers une dénonciation. Parfait. Je crois que c'est quelque chose de bien. Aussi, quand elle a dénoncé, elle n'a pas cité les noms de l'enseignant ni de l'enfant. Exactement. Donc, c'est la confidentialité. C'est tout. On ne sait pas Ouais. retourner vers elle pour la menacer. Parfait. Alors, par rapport à la situation des 72 heures, c'est-à-dire lorsque le viol se produit, dans les 72 heures après la production d'un viol, l'équipe médicale a la capacité de donner les produits pour prévenir contre les grossesses, les VIH, SIDA et autres. Et lorsque la survivante vient après les 72 heures, on ne saura pas prévenir cela. C'est-à-dire, on ne peut pas donner
ce qu'on a dit, le pilule d'urgence pour empêcher la grossesse. On ne sait pas donner les produits contre le VIH pour prévenir. C'est un peu ça. Donc et puis, il faut vraiment... Et puis même au niveau psychologique, plus on tarde à dénoncer, plus les troubles s'installent et la prise en charge sera très longue. Merci. Juste pour ajouter à ces points aussi, il y a aussi la question des évidences qui peuvent aussi être contaminées, plus les temps passent. Au-delà des 72 heures, elle s'est peut-être lavée, ça s'est peut-être mélangé. Et même pour établir le preuve, ça devient difficile. Donc, il est fortement recommandé que les dénonciations se fassent dans les 72 heures. Bien noté. Alors, on a fini cette émission. Je vous laisse quand même la parole à pouvoir conclure. Est-ce que vous avez un message sur le cœur que vous allez passer, je sais pas moi, à l'égard du gouvernement, à l'égard des parents, tout ça, tout ce qui vous traverse la tête, dites-le et puis on va terminer. On commence par M. Mardoché. Oui, moi, ce que je peux dire à tous nos téléspectateurs, c'est que dénonçons tous ces cas. Que vous soyez sûr que c'est un cas d'harcèlement, dès que vous avez déjà les doutes. Ça concerne aussi les écoles privées? Oui, nous recevons des cas des écoles privées dans les cas que nous transmettons. Mais le projet ne couvre pas les écoles privées. Voilà. Ok. Et s'il y a un cas dans les écoles privées, on dénonce où chez vous? Non, pas chez vous. On recueille les éléments. Parce que là, quand on fait la sensibilisation par rapport à la ligne verte, on ne dit pas c'est pour juste les écoles publiques. Oui. On dit c'est pour tout le monde. La personne peut dénoncer et puis on oriente. le code center va orienter vers la structure de prise en charge. Bien noté. Seulement la sanction administrative parce que c'est à ce stade-là que... Au niveau de l'école. Au niveau de l'école, là. Bien noté. Voilà. Alors vous. Donc je disais, dès que vous avez déjà les doutes, en disant peut-être est-ce que c'est un cas, donc ne vous inquiétez pas, dénoncez d'abord. C'est en dénonçant qu'on pourra, lorsque le cas sera remonté, on va investiguer, on va commencer donc on pourra peut-être vous préciser. Parce que plus on garde l'information, plus on encourage les bourreaux. Si le bourreau n'est pas dénoncé pour tel cas, il va dire qu'on n'a rien fait. Il va faire pour la deuxième personne, la troisième. Donc j'encourage tous ceux qui nous suivent de dénoncer ces cas, que ça ne soit pas seulement en milieu scolaire, en milieu professionnel, en milieu humanitaire. Dénonçons pour lutter tous ensemble contre les violences basées sur les gens. Merci. Parfait. Madame, une conclusion? Déjà, je dirais, comme tous les autres crimes, aucun ne doit rester impuni. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires pour les personnes qui ont commis des violences sexuelles et pour ceux qui veulent en commettre. Donc, très souvent, quand quelqu'un voit que telle personne a eu ceci comme sanction, il aura beaucoup plus de réticence à commettre l'acte. Mais quand il sent qu'il y a une certaine légèreté... Impunité. Voilà. Ouais. Donc, ça permet un peu une certaine... ça donne une sorte de laisser-aller. Oui. Voilà. Une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que le travail qui est fait par UNFPA, d'ailleurs que je félicite, ne doit pas être que les travaux des personnes qui sont activistes, mais elle requiert la participation de tout le monde. De toutes les sphères de la société. Parfait. Les parents, les enseignants, les jeunes même qui sont au courant d'ailleurs, parce que même dans ces milieux scolaires-là, il y a d'autres qui sont au courant, qui ont l'accès à l'information. C'est le travail de tout le monde de pouvoir faire part de cela aux autres personnes. Donc Bien il noté. est essentiel, Merci. important et très capital à tous ceux qui sont victimes de violences de ne pas avoir peur de délier les langues. Ce n'est que comme ça que nous parviendrons à une société juste, équitable. Société juste. Merci beaucoup. Madame Deney, votre conclusion? Okay, moi, je dirais ceci. La dénonciation, ce n'est pas seulement pour qu'on arrête le bourreau, mais aussi pour aider la survivante à être soignée. Moi, je crois que nous devons dénoncer, la communauté doit dénoncer pour que nous donnions une seconde chance à ces victimes. Sinon, sur le plan médical, détruites, hein. Sur le plan médical Ouais. et sur le plan psychologique. Merci. Et Madame Mani, on conclut avec vous et on termine avec vous. Oui, moi je crois que les projets PERS devraient continuer et mettre un accent particulier sur la prise en charge de la survivante.
notamment au niveau de la santé mentale, mais aussi et surtout la prise en charge juridique et judiciaire. Plus il y aura de l'impunité, plus il y aura des tentatives, et aussi que pour les prochaines étapes ou les prochaines années, quel que soit ce qui vont mettre en œuvre le programme, que les programmes PERS s'ouvrent à beaucoup plus d'acteurs des terrains, comme notre chère Naomi l'a si bien dit, parce que s'il y a quelques structures qui travaillent dessus, la communauté considère que c'est leur affaire. Mais si on associe plus des acteurs sociaux, ça va donner plus des mobilisations, plus d'accès à l'information, plus de dénonciations et donc plus de prise en charge. Et je conclue par dire l'école est censée être un environnement sûr où nos enfants vont aller acquérir la connaissance et la compétence. Ce n'est pas un lieu où nos enfants devraient avoir peur d'y aller. Impliquons-nous tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Annie Maudit. Je commence par vous rappeler que vous êtes activiste de droits de l'homme, aussi directrice de l'ONG Afiamama. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Madame Néné Sambi, responsable du volet psychosocial au CICM de Kitambo. Merci d'avoir été sur ce plateau pour commenter cette vidéo avec nous. Monsieur Mardoché Keninda, responsable du call center chez Congo Call Center, qui gère la ligne verte. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et puis finalement, Madame Naomi Mukoy, membre de l'Académie Leadership. Merci aussi d'avoir été avec nous. Cette émission est terminée. Nous avons fait le point sur cette vidéo produite par l'UNFPA dans le cadre des violences basées sur le genre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et avec le même plaisir.